Le gravier crissait sous les bottes de Calvin Rios alors qu'il descendait du bus Greyhound à Millbrook. En Pennsylvanie, 22 ans de service pour son pays. 18 d'entre eux en tant que tireur d'élite Delta Car Rodia. Et il rentrait enfin chez lui pour de bon. La chaleur de juillet pesait sur ses épaules, mais elle était différente de celle du désert qu'il avait connu si longtemps. Cette chaleur portait le poids de l'humidité et des pins au lieu du sable et du sang. Son frère Steven l'attendait près d'un pick-up rouillé, un large sourire aux lèvres. Ils s'étreignirent avec force, le genre d'étreinte qui en dit long entre des hommes qui ne parlent pas beaucoup. « Regarde-toi, vieux », dit Steven. « Bien qu'il n'ait que 2 ans d'écart, le gouvernement t'a enfin laissé prendre ta retraite. Quelque chose comme ça ?» Calvin jeta son sac de voyage à l'arrière du pick-up. Son corps portait les traces de son service, une cicatrice le long de la mâchoire datant de Kandahar, une autre sur les côtes d'une mission dont il ne pouvait toujours pas parler, et une douleur constante au genou gauche qui lui rappelait un toit à Mossoul. À 43 ans, il se sentait à la fois ancien et nouveau-né. La route jusqu'à sa maison de location les fit passer par le cœur de la ville, devant le dîner où il avait eu son premier emploi, devant le lycée où il n'avait été personne de spécial. Steven parla de son atelier de réparation automobile, de comment les affaires étaient de bonnes mais pas excellentes, de comment la ville avait changé et était restée la même. Calvin écoutait, regardant les rues familières défiler comme des souvenirs. « Jacqueline ne sait toujours pas que tu es de retour ?» Steven demanda prudemment. « Pas encore ?» La mâchoire de Calvin se crispa. Sa femme, ou bientôt son ex-femme, avait cessé de répondre à ses appels 6 mois plus tôt. Les papiers du divorce étaient arrivés par courrier recommandé pendant qu'il terminait son dernier déploiement. Elle avait invoqué des différences irréconciliables et une absence prolongée, ce qui, en langage d'épouse de militaire, signifiait « je me suis lassé d'attendre ». Ce que les papiers ne mentionnaient pas, c'était sa famille. Les Dodd, Salvatore Dodd dirigeait les Iron Vipers, un club de motards qui contrôlait la plupart du trafic de drogue et des jeux illégaux dans 3 comtés. Quand Calvin avait épousé Jacqueline 8 ans plus tôt, il était un jeune sergent en permission, stupide d'amour et volontairement aveugle aux signaux d'alarme. Elle semblait différente de sa famille, plus douce, éduquée, désirant s'échapper de cette vie. Leur fils, Michael, était né 7 mois après le mariage. Mikey, 5 ans maintenant, avec les yeux sombres de Calvin et le sourire vif de Jacqueline, Calvin avait manqué 3 de ses 5 années déployés dans des coins du monde qu'il ne pouvait nommer, faisant un travail qu'il ne pouvait décrire. La culpabilité de ses absences pesait sur sa poitrine comme des éclats d'obus. « Tu vas te battre pour la garde ?» demanda Steven. « J'ai déjà déposé auprès de mon avocat. » Jacqueline vit de nouveau chez ses parents dans ce qu'ils appellent une maison. Pas question que je laisse Mikey là-bas. Les mains de Steven se crispèrent sur le volant. « Calvin, tu sais comment est Salvatore ? Il a des juges, des flics, tout le monde à sa solde. Et ses garçons, Chris, Bobby et Corey, ils sont méchants comme des serpents à sonnette. Si tu commences une bataille pour la garde, ils rendront ça moche. Qu'ils essaient... » La voix de Calvin était plate, définitive. Il avait affronté des ennemis dans des grottes de montagne et des enfers urbains. Un petit seigneur du crime local ne lui faisait pas peur. La maison de location se trouvait à la lisière de la ville. Une petite 2 pièces, avec une peinture écaillée et un jardin qui avait besoin d'entretien. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à lui. Calvin passa l'après-midi à déballer, rangeant ses quelques possessions avec une précision militaire, vêtements pliés exactement comme il faut. Produits de toilette alignés dans la salle de bain. Son étui à fusil verrouillé dans le placard de la chambre, un Macmillan TC50 sur mesure qu'il avait acheté légalement après sa démobilisation. Bien qu'il ait aussi d'autres équipements stockés dans une unité climatisée de l'autre côté de la ville, les habitudes de 2 décennies de service étaient tenaces. Il venait de terminer quand son téléphone sonna. « Jacqueline, j'ai entendu que tu étais de retour », dit-elle sans préambule. Sa voix avait changé, ou peut-être avait-il oublié son tranchant. Steven a dû le dire à quelqu'un. « Je suis sûr que je veux voir Mickey. » Un silence s'étira entre eux. « Calvin, c'est compliqué. C'est mon fils ? Tu n'as pas été son père depuis des années ? Tu étais toujours parti ? Toujours à choisir l'armée plutôt que nous ?» Les mots étaient répétés. Il pouvait le dire. Quelqu'un l'avait coaché. « Je suis là maintenant. Le divorce ne change pas le fait que j'ai des droits. » Mon avocat dit « Je me fiche de ce que dit ton avocat. » Calvin garda sa voix égale. « Demain, je passerai à midi. Ça ne marchera pas. Mon père organise une réunion de famille. » Bien sûr, Salvatore dirigeait son empire depuis cette vaste propriété au nord de la ville. 4 hectares entourés de hautes clôtures.
Rempli de dépendance, de motos et d'hommes, au regard dur, Calvin y était allé 2 fois auparavant, et les 2 fois, il s'était senti comme un touriste en territoire hostile. Alors amène Mikey au parc. 2 heures. C'est tout ce que je demande. Une autre pause. D'accord. Mais Calvin ne fait pas d'histoire. Ma famille. Il n'aime pas les ennuis. Moi non plus. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Cette nuit-là, Calvin ne put dormir. Il resta allongé dans le lit inconnu, fixant les ombres au plafond, pensant à son fils. 5 ans, le dernier anniversaire de Mikey avait passé pendant que Calvin était en Syrie. Il avait envoyé une carte avec un camion jouet, mais ce n'était pas la même chose. Rien n'était jamais la même chose. Son téléphone vibra avec un texto de Lewis Curry, son observateur de Delta Força, qui dirigeait maintenant une entreprise de conseil en sécurité en Virginie. « Entendu que tu es de retour aux États-Unis ? À bientôt ?» Calvin répondit « Louis était l'une des rares personnes qui comprenait ce que le service vous prenait, ce qu'il vous rendait capable de faire. Ils s'étaient en sauvé la vie mutuellement assez de fois pour que les mots deviennent inutiles. » Le lendemain matin arriva avec la chaleur et l'humidité estivale. Calvin s'habilla avec soin. Jeans, t-shirt gris uni, bottes. Rien de menaçant. Il voulait que Jacqueline soit détendue. Il voulait que cette première rencontre avec Mikey se passe bien. Le parc était presque vide quand il arriva. Juste quelques mères, avec des tout-petits, et un vieil homme nourrissant des pigeons. Calvin s'assit sur un banc près de l'aire de jeu et attendit. Ses yeux, entraînés à repérer des mouvements à 2000 mètres, suivaient chaque voiture qui passait. Vieilles habitudes. Le SUV noir de Jacqueline s'arrêta à 12h07. Elle sortit la première, et le souffle de Calvin se bloqua. Elle avait l'air différente. Plus dure, plus mince, avec des vêtements et des bijoux coûteux qui n'étaient pas là avant. L'argent l'avait changée. Ou peut-être avait-il juste révélé qui elle avait toujours été. Puis Mikey descendit de la banquette arrière et rien d'autre n'importa. Son fils avait grandi, sa graisse de bébé fondant en une silhouette mince d'un enfant devenant un garçon. Il portait un petit plâtre au bras gauche. « Papa !» cria Mickey et courut. Calvin le serra dans une étreinte qui ressemblait à un retour à la maison et à une déchirure simultanée. Le garçon sentait le soleil, les piscines et l'innocence. « Salut, mon pote, tu m'as manqué ?» La voix de Calvin se brisa malgré lui. « Toi aussi tu m'as manqué ? Regarde, je me suis cassé le bras en tombant de mon vélo. Oncle Chris dit que je suis costaud. » Les yeux de Calvin rencontrèrent ceux de Jacqueline par-dessus la tête de Mickey. Comment s'est-il vraiment cassé ? Il te l'a dit ? Accident de vélo, mais son regard glissa ailleurs. Ils passèrent l'heure suivante sur l'aire de jeu. Mikey jacassait sans fin sur la maternelle, sur la piscine chez grand-père, sur les motos et les hommes qui allaient et venaient. Calvin écoutait, mémorisant chaque détail, notant chaque hésitation dans la voix de son fils, chaque ombre qui traversait son petit visage. Quand Jacqueline dit qu'il était temps de partir, Mikey s'accrocha au cou de Calvin. « Je peux rester avec toi ? Papa, s'il te plaît. Bientôt, mon pote, très bientôt. » La gorge de Calvin se serra tandis qu'il les regardait s'éloigner, le plâtre au bras de Mikey, la façon dont Jacqueline avait évité ses questions, la peur qu'il avait vue juste un instant dans les yeux de son fils. Steven appela ce soir-là. Comment ça s'est passé ? Quelque chose ne va pas ? Calvin se tenait à sa fenêtre, regardant l'obscurité s'installer sur la ville. « J'ai besoin que tu demandes discrètement autour de toi pour savoir ce qui est vraiment arrivé au bras de Mikey. Calvin. S'il te plaît. » Steven soupira. « Je verrai ce que je peux faire, mais sois prudent. Les Dodds ont des yeux partout. » Cette nuit-là, Calvin rêva de sable, de sang et du visage de son fils. Il se réveilla à 3 heures du matin en sueur et ne put se rendormir. Au lieu de cela, il nettoya son fusil et fit des plans. L'appel arriva 3 jours plus tard. Calvin était à l'atelier de Steven en train d'aider pour une vidange quand son téléphone sonna avec la sonnerie de son frère au volume maximum. Il faillit ne pas répondre. Steven était juste là, puis il réalisa que c'était le téléphone de Steven qui l'appelait. « Calvin !» La voix de Steven était paniquée, tremblante, à peine contrôlée. « Tu dois venir à l'hôpital du comté tout de suite. »« C'est Mickey ?» Le monde se rétrécit à un point. Que s'est-il passé ? Juste, mon Dieu, Calvin, je suis là maintenant. Tes beaux-parents m'ont appelé. Ils ont dit. La voix de Steven se brisa. Viens vite. Calvin conduisit avec la précision froide d'un homme qui avait opéré sous le feu. Chaque loi de la circulation fut une suggestion qu'il ignora. Son esprit parcourait des scénarios, chacun pire que le précédent. Uscases, commotion, accident de voiture.
Le plâtre au bras de Mikey avait été un avertissement qu'il avait été trop lent à comprendre. Le parking de l'hôpital était presque vide. Calvin trouva Steven dehors aux urgences, faisant les 100 pas, le visage livide. Où est-il ? Calvin attrapa les épaules de son frère. Ils l'ont emmené en soins intensifs. Les yeux de Steven étaient humides. « Calvin, je suis tellement désolé. J'ai entendu des rumeurs, mais je n'ai pas pensé. Dis-moi ce qui s'est passé. » Les mots de Steven sortirent en rafale. « Jacqueline m'a appelé parce qu'elle n'arrivait pas à te joindre. Elle était hystérique. Elle a dit que Mickey était chez ses parents. Il jouait à l'intérieur, a renversé un vase coûteux dans le bureau de Salvatore. Le vieux est devenu fou, a commencé à hurler, puis Chris et Bobby ont attrapé Mikey, l'ont traîné dehors jusqu'à la piscine. Le sang de Calvin se glaça. Steven, ils l'ont tenu sous l'eau. Steven pleurait maintenant, sans se soucier de qui le voyait, comme punition pour avoir cassé le vase. Jacqueline a dit qu'elle avait essayé de les arrêter, mais Corey l'a retenu. Quand ils ont sorti Mikey, il ne respirait plus. Ils ont fait du RCP, appelé les secours, mais Calvin bougeait avant que Steven ait fini. Poussant les portes des urgences, sa vision se rétrécissant, une infirmière essaya de l'arrêter. Il passa devant elle comme si elle n'était pas là. Trouva les soins intensifs, trouva Jacqueline dehors d'une chambre, flanquée de sa mère Shirley et de 2 hommes qu'il reconnut comme membres des Iron Vipers. Jacqueline avait l'air détruite, maquillage coulant, main tremblante. « Calvin, Il ne s'arrêta pas. Poussa la porte de la chambre en soins intensifs et là était Mickey. Petit, trop petit, dans un lit entouré de machines qui bipaient et sifflaient et mesuraient une vie qui tenait à un fil. Le visage de son fils était gris, lèvres bleues, poitrine se soulevant et s'abaissant seulement parce qu'un ventilateur forçait l'air dans ses poumons. Calvin avait vu la mort sous sans forme, l'avait distribuée avec une précision chirurgicale, mais rien ne l'avait préparé à cela. Un médecin apparut à son coude. « Monsieur Rios, je suis le docteur Patterson. Votre fils a subi une grave lésion cérébrale hypoxique due à la noyade. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais les prochaines 24 heures sont critiques. Ses chances, la pause du médecin dit tout, nous sommes optimistes. Mais vous devriez vous préparer, les dommages sont étendus. » Calvin resta près du lit de son fils, tenant une petite main qui ne serrait pas en retour, et sentit quelque chose de fondamental se briser dans sa poitrine. Cet enfant, son enfant, avait été blessé par des gens qui étaient insensés le protéger, des gens que Jacqueline avait choisis plutôt que de partir. Il resta là des heures, immorbilé, tandis que Jacqueline rôdait dans l'embrasure de la porte et que les machines maintenaient le rythme d'un battement de cœur qui n'était pas assez fort. Steven apporta du café qu'il ne but pas. Les infirmières vérifièrent les signes vitaux et lui lancèrent des regards compatissants qu'il n'accusa pas. À 21 heures, Calvin sortit dans le couloir. Jacqueline était assise dans une chaise de la salle d'attente, sa mère à ses côtés. Les 2 membres des Iron Vipers étaient partis. « Où est ton père ?» La voix de Calvin était parfaitement calme. Jacqueline leva les yeux rougis. « Il n'est pas ici. Il est... Calvin, il se sent mal. Ils le sont tous. C'était un accident. » Chris voulait juste effrayer Mickey un peu, lui apprendre le respect. Il n'avait pas l'intention que ça aille si loin. « Où est Salvatore ? À la maison ? Calvin, s'il te plaît. Et tes frères, ils sont bouleversés aussi. Ça les tue ?» Calvin s'éloigna, il en avait assez entendu. Il alla jusqu'à son pick-up, conduisit dans les rues sombres, avec la même précision froide. Le domaine des Dodds se dressait derrière sa haute clôture, illuminé de lumière, avec des motos garées en rang. Calvin s'arrêta au portail, 2 gardes approchèrent, tous 2 portant des gilets des Iron Vipers, les vestes en cuir qui marquaient l'appartenance au gang. « Besoin d'aide ?» demanda l'un, la main sur sa ceinture. « Je suis ici pour voir Salvatore, je suis son gendre. » Les gardes échangèrent un regard. L'un parla dans une radio. Après un moment, le portail s'ouvrit. Calvin entra, se gara près de la maison principale, une structure étendue de style ranch qui hurlait « Nouvel argent et vieux crime ». Salvatore Dodd l'attendait sur le porche, flanqué de ses 3 fils. L'homme avait la 60aine. Poitrine en baril, cheveux gris tirés en queue de cheval et bras couverts de tatouages. Chris, Bobby et Corey se tenaient derrière lui, tous la trentaine, tous arborant les mêmes expressions dures que leur père. Calvin descendit lentement, mains visibles, tout dans sa posture non menaçante. À l'intérieur, il faisait des calculs « distances ». Point de couverture, Sotis, la partie de lui qui avait survécu à 22 ans de guerre, ne dormait jamais. « Calvin !» La voix de Salvatore était rauque de décennies de cigarettes. « Terrible chose.
Juste terrible. Comment va le gamin? Il se bat pour sa vie. Calvin s'arrêta à 3 mètres. Les médecins ne sont pas optimistes. C'est dommage, vraiment dommage. Salvatore secoua la tête. Les gosses, tu sais, ils ne comprennent pas le respect de la propriété des gens. Ce vase valait 15 000 $. Maintenant, je ne dis pas que ce qui s'est passé était juste... Mais quoi? Mais les accidents arrivent, les garçons qui chahutent. Parfois, les choses vont trop loin. Salvatore haussa les épaules, et ce geste, ce rejet décontracté de la souffrance de son petit-fils, fit serrer les poings de Calvin. Mikey a 5 ans, assez vieux pour apprendre le respect. Tes fils l'ont tenu sous l'eau jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. Chris avança, tout en arrogance et culpabilité mal cachée. Il allait bien quand on l'a sorti. Il a recommencé à respirer tout seul après 1 minute. Tout ce drame à l'hôpital, c'est ton ex qui est hystérique. Calvin regarda Chris, vraiment mémorisa son visage, sa carrure, l'inclinaison arrogante de sa tête, puis Bobby, puis Corey. Son esprit calculait automatiquement les tirs mortels, centre de masse. Entre les yeux, le point mou sous la cage thoracique. Angle vers le cœur. Tu as raison, dit Calvin calmement. Les accidents arrivent. Salvatore sembla surpris par l'accord. Il sourit, montrant des dents jaunies. C'est intelligent, vraiment intelligent. Tu vois, j'avais peur que tu viennes ici causer des ennuis. Mais tu es un militaire, tu comprends les chaînes de commandement, tu comprends ta place. Ma fille a choisi de t'épouser, et c'est bien, mais tu n'as aucun pouvoir ici. Tu n'es personne. Et ce gamin, Salvatore fit un geste du pouce vers la ville, vers l'hôpital. C'était juste une erreur. De toute façon, les mots restèrent suspendus dans l'air nocturne. Qu'est-ce que tu vas faire? Soldat, le sourire de Salvatore s'élargit. Tu vas me combattre. Combattre mes garçons, combattre tout mon club. Tu es un seul homme? J'ai 86 frères qui rouleraient jusqu'en enfer pour moi. Calvin ne parla pas. Il regarda juste chaque homme à tour de rôle. Salvatore, Chris, Bobby, Corey, les gravant dans sa mémoire comme il avait autrefois mémorisé des cibles à travers une lunette. Puis il se tourna et marcha vers son pick-up. « C'est ça ?» Chris cria après lui. « Rentre ta queue et fuis. Tu n'es rien. Tu ne vas pas faire. » Calvin partit. Il n'accéléra pas, ne montra pas d'émotion. À un feu rouge, 2 pâtés de maison plus loin du domaine, il appela Steven. « Comment va-t-il » demanda Steven immédiatement. Pas de changement. La voix de Calvin était vide. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Ne pose pas de questions. Demain matin, j'ai besoin que tu prennes maman et que vous alliez rendre visite à tante Linda à Philadelphie. Restez-y 1 semaine. Ne revenez pas avant que je vous appelle. Calvin. Qu'est-ce que tu prévois? Steven. » Le ton était celui que son frère n'avait jamais entendu. La voix d'un homme qui avait opéré dans l'ombre, qui avait été la dernière chose que les ennemis voyaient. « Fais ce que je te demande. S'il te plaît. Fais-moi confiance. » Silence. Puis, « D'accord, on part à l'aube. » Calvin raccrocha et rentra chez lui. À l'intérieur, il resta dans le noir longtemps, pensant au visage gris de son fils, aux machines qui respiraient pour lui. À 5 ans, et à un vase cassé, et à des hommes qui riaient de noyer des enfants, puis il alla dans le placard de sa chambre et commença à sortir l'équipement qu'il n'avait jamais pensé utiliser sur le sol américain. Mikey mourut à 6h47 un samedi matin. Le médecin dit que c'était paisible, qu'il s'était simplement éteint. Calvin tenait la main de son fils. Quand les machines ont émis un son plat, quand les infirmières sont accourues, quand Jacqueline s'est effondrée en hurlant, il ne se souvenait pas de grand-chose de l'heure suivante. Formulaires assignés. La famille de Jacqueline arrivant en masse, Salvatore et bien ses fils, ceux qui semblaient des dizaines de membres des Iron Vipers, tous offrant des condoléances creuses, Shirley pleurant, Jacqueline catatonique de chagrin. Calvin se tenait à l'écart de tous, engourdi tandis qu'un aumônier offrait des prières et qu'une assistante sociale apportait des mouchoirs et que le personnel de l'hôpital se déplaçait avec une efficacité pratiquée pour transformer une chambre où un enfant était mort en un espace vide comme un autre. « L'enterrement », dit Salvatore à un moment, sa main lourde sur l'épaule de Calvin. « On s'occupe de tout, les Dodds prennent soin des leurs. » Calvin hocha la tête et ne dit rien. Il rentra chez lui en pilote automatique, son esprit un vide soigneusement maintenu. Chez lui, il resta assis dans son pick-up 20 minutes, fixant le vide. Puis son téléphone sonna, Louis Carey. « Frère, j'ai entendu... » La voix de Louis était tendue de colère et de chagrin. « Je suis tellement désolé. Que veux-tu dire ?»« Rien. Parle-moi. » Calvin ferma les yeux. « Mon fils est mort,
parce que des criminels ont pensé que le noyer était une punition appropriée pour avoir cassé un vase. Les flics locaux ne toucheront pas à ça. La famille les possède. Le beau-père m'a ri au nez. Louis resta silencieux un long moment. « Tu veux de l'aide ?»« Non. » Parce que c'était quelque chose que Calvin devait faire seul. C'était personnel d'une façon qui transcendait l'amitié. « Calvin, je t'appellerai quand ce sera fait. » Il raccrocha. Pour le reste de la journée, Calvin ne quitta pas sa maison. Il s'assit à sa table de cuisine et planifia des scénarios de guerre avec la logique froide d'un homme qui avait passé 2 décennies à planifier des opérations. Les Dodds étaient des criminels, mais pas stupides. Ils avaient des ressources, des nombres, des connexions. Mais Calvin avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il avait été forgé dans les pires endroits du monde. Il avait chassé des hommes à travers des montagnes et des villes. Il avait fait des tirs impossibles dans des conditions impossibles. Et maintenant, pour la première fois de sa carrière, il n'avait rien à perdre. L'enterrement était prévu pour jeudi, cercueil fermé. Calvin avait refusé de regarder le corps de son fils après l'hôpital. Il voulait se souvenir de Mickey vivant, riant, plein de lumière. Le service eut lieu à l'église Sacred Heart, et l'affluence fut massive. Les Dodds amenèrent tout leur club. Des gens qui n'avaient de jamais connu Mickey vinrent parce que Salvatore l'exigeait. Calvin s'assit au premier banc en portant son uniforme de parade et sentit chaque regard sur lui. Jacqueline s'assit de l'autre côté de l'allée avec sa famille. Elle avait arrêté d'essayer de lui parler après qu'il n'ait pas répondu à son 4e appel. Le prêtre parla d'innocence, du plan de Dieu et de trouver la paix. Calvin fixa le petit cercueil blanc et fit ses propres plans. Après le cimetière, il y eut une réception au domaine des Dodds. Calvin ne voulait pas y aller, mais Steven le convainquit. « Tu dois être vu », dit son frère. « Tu dois qu'il pense que tu es brisé. » En deuil, inoffensif. Alors Calvin y alla, se tint dans un coin avec une bière qu'il ne but pas. Regarda les Iron Vipers se saouler et devenir bruyants. Regarda Salvatore tenir court comme un roi. Regarda Chris, Bobby et Corey rire avec leurs amis. Toute culpabilité qu'ils avaient ressentie déjà enterrée sous l'alcool et la bravade vers 21h. Calvin partit sans dire au revoir à personne, rentra chez lui, se changea en vêtements sombres et se mit au travail. Son premier arrêt fut une unité de stockage du côté industriel de la ville. À l'intérieur, il gardait des choses que l'armée n'avait pas besoin de savoir, équipements acquis sur 2 décennies de déploiement, matériel qui avait une façon de disparaître pendant les missions, vision nocturne, Glock 19 supprimé, couteau de combat, explosifs plastiques, détonateurs, composés chimiques. Calvin chargea tout dans son pick-up et conduisit jusqu'à un parc d'État à 32 km hors de la ville, trouva un endroit isolé, installa son équipement dans le noir, ses mains se souvenant des compétences affinées sur d'innombrables missions. Chris Dodd fut le premier. Il vivait dans une caravane à l'arrière de la propriété des Dodds. Loin de la maison principale, il aimait sa privacy pour les fêtes qu'il organisait, les drogues qu'il consommait, les filles qu'il ramenait. La sécurité était légère là-bas, juste des caméras que Calvin désactiva avec un brouilleur de signal. Calvin attendit dans les arbres, regardant à travers la vision nocturne. À 2h du matin, Chris sortit en titubant de sa caravane pour uriner du côté du porche. Il était seul. Saul, vulnérable. Calvin se déplaça comme une ombre. Pas de bruit, pas d'avertissement. Le pistolet supprimé tout ça une fois. Chris tomba sur place, un trou net à la tempe. Calvin traîna le corps jusqu'à son pick-up, le conduisit à travers la propriété jusqu'à la piscine, cette piscine maudite où Mikey était mort. Il alourdit le corps de Chris avec des poids de sa salle de gym maison dans la caravane, puis le laissa couler au fond profond. L'eau remua à peine. Calvin resta là un moment, regardant la surface sombre, se souvenant du visage de son fils. Un de moins, Bobby Dodd vivait du côté opposé du domaine dans un appartement converti au-dessus du garage d'entretien du club. Il était le prudent, celui qui restait sobre, celui à qui Salvatore confiait le comptage de l'argent et la gestion du produit. Sa sécurité était meilleure, détecteur de mouvement, meilleure caméra, un pitbull qui aboyait aux étrangers. Calvin passa par le système de ventilation, une vieille tactique de guerre urbaine, inconfortable mais efficace. Les conduits le menèrent au-dessus de l'appartement de Bobby. À travers la grille, il pouvait voir Bobby à son bureau, penché sur des registres, totalement concentré. Calvin lâcha 2 petites cartouches de gaz à travers la grille. Elles sifflèrent, libérant des fumées incolores et inodores, asphyxie à l'azote. Bobby n'eut même pas le temps de se lever avant de s'effondrer sur son bureau. Inconscient, mort en 3 minutes. Calvin descendit, récupéra ses cartouches et vérifia le pouls. Rien.
Il mit en scène pour que ça ressemble à Bobby s'étant endormi à son bureau, puis le porta à travers le domaine sombre jusqu'à la piscine, un autre ensemble de poids, un autre corps rejoignant son frère au fond, deux de moins. Corey était l'enfant à problème. Il ne vivait pas sur le domaine, il gardait un appartement en ville, près des bars, près de l'action. Il était le plus jeune, le plus sauvage, celui qui avait ri le plus fort à la réception. Calvin le trouva au bar de lit à 1h30 du matin, draguant une étudiante qui voulait clairement qu'il la laisse tranquille. Calvin attendit dehors, patient. À l'heure de fermeture, Corey sortit en titubant seul, énervé et saoul. Il se dirigea vers sa moto sur le parking. Calvin sortit d'entre les voitures. Corey Dodd. Corey plissa les yeux. Qui veut savoir, tu as retenu ma femme pendant que tes frères noyaient mon fils. Reconnaissance et peur traversèrent le visage de Corey simultanément. Il porta la main à quelque chose dans sa veste, probablement un pistolet, mais Calvin fut plus rapide. 2 coups rapides, tous deux sur des amas nerveux. Corey tomba, haletant, paralysé. Calvin le traîna jusqu'à son pick-up, le conduisit de retour au domaine. La sécurité était plus lourde maintenant, c'était plus près de l'aube, et certains membres du club s'agitaient. Calvin dut être prudent, utilisa son brouilleur, restant pour tuer les caméras dans un angle mort près de la clôture arrière, porta Corey par-dessus à travers les arbres jusqu'à la piscine. « S'il te plaît. » Haleta Corey, la sensation revenant à ses membres. « S'il te plaît. Mec, je suis désolé. On ne voulait pas... » Mon fils avait 5 ans, la voix de Calvin était vide. « Il est parti. Maintenant, tu pars ?» Il tint Corey sous l'eau de la même façon qu'ils avaient tenu Mickey, le regarda se débattre et lutter et se noyer, ne ressentit rien d'autre qu'une satisfaction froide. Quand Corey arrêta de bouger, Calvin l'alourdit et le laissa couler avec ses frères. 3 de moins, Calvin quitta le domaine alors que l'aube se levait, invisible, et rentra chez lui, prit une douche, se changea, fit du café. Quand Steven appela à 8h du matin pour vérifier, Calvin semblait parfaitement normal. « Ça va ?» dit-il. « J'essaye juste de digérer tout ça. Tu veux de la compagnie ? Pas encore. Peut-être demain ?» Il s'assit à sa table de cuisine et attendit. Il fallut jusqu'à midi pour que les corps soient découverts. La nouvelle explosa à travers la ville comme une bombe. Calvin la regarda à la télé locale, vit les voitures de police et les ambulances se ruer vers le domaine des Dodd, vit les images aériennes de la piscine vidée, vit le visage affligé de Salvatore alors qu'il identifiait ses fils. La police qualifia ça de suspect, mais s'arrêta avant de déclarer un meurtre. Tous les 3 trouvés dans la même piscine où le petit-fils de Salvatore s'était noyé des jours plus tôt. Les médias spéculèrent sur la culpabilité, le remords, un pacte de suicide triple. Calvin savait mieux, et le soir, Salvatore aussi, l'appel vint à 21h d'un numéro bloqué. « Tu es un homme mort ?» râla la voix de Salvatore. « Tu m'entends ? Tu es mort ? Mais garçon, tu penses que tu peux juste... Ils ont noyé mon fils ?» dit Calvin calmement. « Maintenant, ils savent ce que ça fait. Je vais te tuer lentement, je vais te faire supplier. Tu sais où j'habite ?» Salvatore raccrocha. Calvin s'adossa et attendit la réponse qu'il savait venir. Il avait pris tout à un homme qui avait bâti son identité sur le fait d'être intouchable. Il n'y avait plus qu'une façon pour que ça se termine maintenant. Les Iron Vipers viendraient pour lui, tous. Les premières motos arrivèrent à 23h47. Calvin était prêt. Il avait passé la journée à préparer, transformant sa maison de location et son jardin en une zone de mort, fils de déclenchement. Claymores, plaques de pression, chaque leçon de 22 ans de combat appliquée à un petit morceau de banlieue américaine. Il regarda depuis son salon sombre alors que les motos déferlèrent dans sa rue. Des dizaines, phares allumés, moteurs rugissants. Les lumières des voisins s'allumèrent, des portes s'ouvrirent, les gens regardèrent. Quelqu'un appellerait la police ? Mais ça n'aurait pas d'importance. D'ici à ce que les flics arrivent. Ce serait fini. Les Iron Vipers se déployèrent autour de sa propriété. Un anneau de cuir, de chrome et de haine. Calvin les compta à travers sa lunette de vision nocturne. 73. Non, 76. Salvatore avait amené tout son club, chaque membre patché, chaque prospect, tous ceux qui avaient juré loyauté. Ils coupèrent leur moteur presque en unisson et le silence soudain fut assourdissant. Puis la voix de Salvatore amplifiée par un mégaphone. « Calvin Rios, sors et affronte ce qui arrive. Tu as tué mes fils ? Lâche. Tu les as assassinés. Maintenant, tu vas payer. » Calvin ne répondit pas. Il se déplaça dans sa maison avec un silence pratiqué, vérifiant les positions, confirmant les champs de tir,
Son fusil reposait sur un bipied dans sa chambre, angle 2 pour couvrir l'approche frontale, son arme de poing était à sa hanche, chargeur supplémentaire partout. « Je sais que tu es là-dedans », continua Salvatore. « Tu penses que tu es une sorte de soldat, une sorte de héros? Tu n'es rien. Tu vas mourir ce soir, mais d'abord tu vas souffrir. On va te faire sortir par le feu, te tabasser, et puis… » Le premier Iron Viper à approcher du porche avant déclencha un fil de déclenchement. La petite charge explosive n'était pas létale, juste une flashbang. Mais elle envoya l'homme tituber en arrière avec un cri, temporairement aveugle et sourd. Le message était clair, ce ne serait pas facile. Il a piégé l'endroit, cria quelqu'un, la voix de Salvatore devint venimeuse. Et alors, brûlez-le, brûlez tout. 3 motards coururent vers la maison avec des cocktails Molotov. Calvin abattit les 2 premiers avec des tirs précis depuis la fenêtre de sa chambre, pas des tirs mortels, mais des coups au centre de masse qui les mirent à terre durement. Le 3e lança sa bouteille, qui se brisa contre le mur de la maison, les flammes léchant le bardage. Tommy Ashley, l'un des lieutenants de Salvatorum, essayait de les organiser. Point d'entrée multiples, submergez-le. Ils essayèrent. 10 motards se ruèrent sur la porte arrière simultanément, tandis que d'autres couvraient avec des tirs de pistolet. Ils firent 3 pas dans le jardin avant de heurter la plaque de pression. Calvin l'avait câblé à un dispositif style Claymore. L'explosion les envoya voler, des cris coupant la nuit. Les Iron Vipers reculèrent, se regroupant. Calvin utilisa le calme pour changer de position, se déplaçant à sa cuisine avec son fusil. Dehors, il pouvait entendre des disputes, des cris, de la confusion. Il s'attendait à une proie facile, un homme, en infériorité numérique, se rendrait ou mourrait vite. Il n'avait pas prévu du combat. C'est fou. Un motard hurla. Il va tous nous tuer. Alors on le tue d'abord. Salvatore ruggit. Ar, Herman, Blake. Prenez le garage. Entrez par là. Allez. Allez. Les 3 hommes se déplacèrent avec plus de prudence maintenant, utilisant des motos garées pour couverture. Avançant lentement, ils atteignirent le garage sans incident, puis utilisèrent une barre à mine pour forcer la porte latérale. Le garage était vide, sauf pour le pick-up de Calvin et un fût métallique scellé dans le coin. Arthur l'approcha prudemment. « C'est quoi ça ?» Il toucha le fût. « Il bip pas !»« Fuyez !» hurla Herman. L'explosion fut dirigée. La plupart de la force alla vers le haut, soufflant le toit du garage. Arthur mourut instantanément. Herman et Blake furent projetés en arrière, vivants mais gravement brûlés. Le feu se propagea vite, consumant ce qui restait de la structure du garage. « Bon Dieu !» Un motard près de Salvatore dit « Patronnet, ce type est un pro. On doit finir ça ?» Le visage de Salvatore était tordu de rage et de chagrin. « Il a tué mes garçons ? Tous ? Je me fiche si on perd la moitié du club. Cet homme meurt ce soir. » Mais les Iron Vipers n'étaient pas des soldats, ils étaient des criminels habitués à l'intimidation et à une force écrasante contre des adversaires plus faibles. Affronter un ennemi retranché qui ripostait était différent. Certains reculaient déjà vers leur moto, l'instinct de survie prenant le dessus sur la colère. Quiconque fuit est viré du club. Salvatore cria « Vous m'entendez ? Vous êtes morts pour moi. On avance ensemble ou on n'est rien. » Tyrone Post, un homme maigre dans la quarantaine qui était avec le club depuis 20 ans, avança Salvatore. « Mec, sois raisonnable. On l'attaque avec tout ce qu'on a. Il est prêt pour nous. Peut-être qu'on recule. On l'atteint quand il est à découvert. » Salvatore lui tira dessus, juste sortit son pistolet et mit une balle dans la poitrine de Tyrone. L'homme tomba, haletant, tandis que tout le monde regardait choqué. Quelqu'un d'autre veut suggérer qu'on fuit. La voix de Salvatore était étrangement calme. « Non ? Bien. Maintenant, quelqu'un me donne un putain de RPG. On n'en a pas. » Quelqu'un commença, puis improvise. « On a des camions, on a des chaînes. On arrache cette maison autour de lui. » Ils amenèrent un pick-up, attachèrent une chaîne au support du Porsche de Calvin et essayèrent de déchirer la structure. Calvin creva 2 pneus avant qu'il complète la première traction, puis abattit le conducteur d'un tir à travers le pare-brise. Pas létal, juste incapacitant, mais il s'adaptait. Un groupe du côté nord trouva l'approche que Calvin n'avait pas totalement piégée. Le jardin d'un voisin avec une clôture qu'il pouvait escalader, 6 motards passèrent ensemble. Tir de suppression, gardant Calvin cloué pendant qu'ils avançaient. Calvin se déplaça pour intercepter, mais ils étaient rapides, déterminés. Un atteignit une fenêtre, la brissa commença à grimper. Calvin le rencontra avec son couteau de combat. Un combat rapide et brutal dans le couloir sombre. Le motard était fort,
expérimenté en bagarre de bar et rixe de ruelle. Mais Calvin avait tué des hommes, professionnellement. Le combat dura 10 secondes. Le motard tomba, se vidant de son sang par l'artère fémorale sectionnée. Mais 2 autres arrivaient. Calvin tira à bout portant, reculant dans sa maison, les attirant plus profondément. Ils suivirent, hurlant des insultes, tirant sauvagement. Une balle effleura l'épaule de Calvin. Première blessure. Il sentit la brûlure, l'ignora, et les mena à sa chambre où il avait installé son piège final. Les motards enfoncèrent la porte. Calvin plongea sur le côté alors qu'il déclenchait le fil qui libéra une cascade de grenades fumigènes, maisons et flashbangs. La pièce devint chaos. Lumière aveuglante, fumée étouffante, désorientation. Calvin les abattit tous les deux avec des tirs visés à travers le brouillard, puis se déplaça vers l'avant de la maison. Son épaule saignait abondamment maintenant, sa chemise collante. Dehors, les Iron Vipers se regroupaient encore. Il en avait éliminé peut-être 15, mais ça en laissait 60 encore prêts à combattre. Et Salvatore les poussait en avant par pure force de personnalité et menace. Le téléphone de Calvin vibra. Il l'ignora, vibra encore, jeta un œil à l'écran. Lewis Curry. Un peu occupé, répondit Calvin. Je suis à 10 minutes avec l'équipe, dit Lewis. J'ai tracé ton téléphone, vu les nouvelles. Tiens bon, négatif. C'est mon combat. Merde! Tu es en infériorité, 60 contre 1. On arrive. Calvin voulait argumenter, mais son épaule hurlait, et la maison était en feu en 3 endroits, et les Iron Vipers essayèrent de flanquer sa position. Le côté est le point faible, dit-il. Attention au piège. Copier. 9 minutes. Calvin lâcha le téléphone et se déplaça à sa seconde position de tir, la salle de bain à l'étage, qui lui donnait une vue claire sur la rue. Les Iron Vipers se massaient pour un assaut final. Salvatore se tenait au centre, dirigeant le trafic. Son visage illuminé par les véhicules en feu et les incendies de maisons. Tous à la fois, hurla Salvatore, chaque entrée, submergez-le en ombre. Mo! Ils arrivèrent comme une vague, porte avant, porte arrière, fenêtre, garage. Chaque point d'entrée possible, Calvin tira méthodiquement, un tir, une cible à terre ou incapacité. Mais il y en avait trop. Ils étaient à l'intérieur, se ruant à travers la fumée et le feu, le chassant. Calvin recula dans la salle de bain, claqua la porte, la bloqua avec des meubles, des poings martelaient le bois, des balles traversaient, des éclats volaient, la porte se gondolait, puis par-dessus le chaos, un nouveau son, sirène, mais pas des sirènes de police, autre chose. La porte de la salle de bain explosa vers l'intérieur, 2 motards se ruèrent. Calvin abattit le premier d'un tir au genou, lutta avec le second, tous deux s'écrasant dans la baignoire. Le motard était plus jeune, plus fort, parvint à coincer le bras armé de Calvin. Sa autre main trouva la gorge de Calvin. La vision de Calvin commença à griser au bord. En dessous, il entendit de nouveaux cris, des hurlements différents, des tirs qui n'étaient pas les siens. Puis des pas tonnants dans les escaliers. Le miroir de la salle de bain se brisa alors que Lewis Curry apparut, tirant 2 fois. Le motard sur Calvin tressaillit et tomba. Lewis attrapa Calvin, le hissa. Allons-y. Frère, ils se déplacèrent vite, Lewis menant son équipe. 4 autres anciens opérateurs Delta, nettoyant la maison avec une efficacité professionnelle, dehors. Chaos complète, les Iron Vipers se trouvaient face à un ennemi différent maintenant. Des soldats des opérations spéciales entraînés qui avaient combattu dans les pires enfers du monde. Ce n'était même pas un combat équitable. L'équipe de Lewis avait apporté de vraies armes, carabines M4, flashbangs, grenades fumigènes, et ils les utilisèrent avec un effet dévastateur. Les motards craquèrent. Enfin, l'instinct de survie surpassant la loyauté, les motos rugirent à la vie, les hommes fuirent dans toutes les directions, mais Salvatore ne fuit pas. Il se tenait au milieu de la rue, vidant son pistolet sur tout ce qui bougeait, hurlant sur ses fils, sur Calvin, sur la vengeance. Quand son arme cliqua vide, il rechargea et continua à tirer. Calvin se dégagea de Lewis, se déplaça à travers la fumée et le chaos vers son beau-père. Salvatore le vit venir, leva son pistolet. Calvin fut plus rapide, 2 tirs. Aux 2 jambes, Salvatore tomba durement, hurlant. Calvin se tint au-dessus de lui. « Mon fils avait 5 ans, va te faire foutre !» Salvatore cracha du sang. « Tu penses que c'est fini ? Tu penses que c'est fini ?» La voix de Calvin était plate. « Tes fils sont morts. Ton cloche est brisé et tu vas en prison pour avoir ordonné une attaque sur ma maison. La police est à 2 minutes, les agents fédéraux aussi. Quoi ?
Tu pensais vraiment que j'avais fait tout ça sans assurance ?» Calvin sourit sans humour. « Chaque mot que tu as dit ce soir a été enregistré, chaque crime confessé. La DEA cherche un moyen de démanteler les Iron Vipers depuis des années. Je leur ai donné tout ce dont ils avaient besoin. Ton empire est fini ?» Le visage de Salvatore se contorsionna de compréhension et de rage. « Tu m'as piégé ? Tout ça était la justice pour Mickey. » Calvin se tourna et s'éloigna alors que les sirènes de police emplissèrent la nuit. Les suites prirent des semaines à se régler. Calvin passa 3 jours à l'hôpital à récupérer de ses blessures, la plaie par balle, l'inhalation de fumée, diverses coupures et contusions. Des agents fédéraux visitaient quotidiennement, prenant des déclarations, bâtissant leurs dossiers. L'histoire était simple. Calvin Rios, père en deuil, avait défendu sa maison contre une attaque illégale par une organisation criminelle, légitime défense. Claire et sans ambiguïté, surtout avec les enregistrements et les témoignages des voisins, le fait qu'il portait un micro, courtesy de Lewis, qu'il avait connecté à un agent de la DEA sympathique, signifiait que chaque mot hurlé par Salvatore était une preuve. Les Iron Vipers furent démantelés. Salvatore alla en prison fédérale pour de multiples chefs, incluant complot pour meurtre, agression avec arme mortelle, et une liste de délits de drogue et de racket. 43 autres membres du club furent arrêtés, les membres restants se dispersèrent. La réputation du club détruite, Jacqueline essaya de rendre visite à Calvin une fois, il refusa de la voir, leur divorce fut finalisé sans contestation, elle n'obtint rien et il s'en fichait. Elle déménagea et Calvin ne demanda jamais où. Mikey fut enterré dans un cimetière tranquille, hors de la ville. Calvin visitait 2 fois par semaine, s'asseyant près de la petite pierre tombale, parlant à son fils de rien et de tout, la culpabilité de ne pas avoir été là, de ne pas l'avoir protégé, ne guérirait jamais complètement. Mais il avait fait la seule chose qu'il pouvait, s'assurer que les responsables paient le prix. 3 mois après le siège, Calvin se tenait dans sa nouvelle maison, achetée avec l'argent de la vente de la location détruite. Steven l'aida à déménager les meubles, faisant des blagues, essayant de garder les choses légères. « Tu vas rester à Millbrook ?» demanda Steven. Pour l'instant, Calvin regarda par la fenêtre la rue paisible. « Mickey est ici, je ne le laisse pas. » Lewis visita, 1 semaine plus tard, apportant de la bière et sa marque particulière de soutien agressif. Ils s'assirent sur le porche de Calvin alors que le soleil se couchait. Ne disant pas grand-chose, n'en ayant pas besoin, « Tu as fait ce que tu devais faire ?» dit enfin Lewis. « Vraiment ?» Calvin prit une longue gorgée de sa bière. « Ou est-ce que j'ai juste prouvé que je suis autant un tueur qu'eux ?»« Pas du tout ?» La voix de Lewis était ferme. « Tu es un père qui a obtenu justice quand le système a échoué. Il y a une différence ? Peut-être ?» Calvin voulait le croire. Il pensa au rire de Mickey, à sa petite main dans celle de Calvin, à 5 ans de vie coupés court par la cruauté et l'arrogance. Il pensa à Chris, Bobby écoré au fond de cette piscine, à Salvatore pourrissant dans une cellule, à un empire de criminels abattu par un homme déterminé. « Je le referais » dit Calvin calmement. « Si je devais, je le referais tout. Je sais. » Louis fit teinter sa bière contre celle de Calvin. « C'est ce qui te rend dangereux. » Ils burent en silence alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, 2 guerriers au repos, portant le poids de leur choix, vivant avec ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient survécu. En fin de compte, Calvin Rios resta à Millbrook, il visita la tombe de son fils, il aida Steven à l'atelier, il resta en contact avec Lewis et l'équipe qui lui avait sauvé la vie, il vécut tranquillement, un fantôme hantant des rues familières, un homme qui avait vu trop de ténèbres, mais refusait de les laisser le consumer entièrement. Les cauchemars ne s'arrêtèrent jamais, le visage gris de Mickey, le son des machines en ligne plate, le rire de Salvatore, mais ils étaient équilibrés par d'autres souvenirs, le sourire de son fils, son rire, la sensation de petits bras autour de son cou disant « Je t'aime, papa ». La justice, avait appris Calvin, était une chose messie. Elle ne guérissait pas toutes les blessures, ni ne ramenait les morts, mais elle signifiait quelque chose. Elle devait signifier quelque chose. Parce que si ce n'était pas le cas, si ces 5 ans de vie de Mikey ne signifiaient rien, si les hommes qui l'avaient tué ne subissaient aucune conséquence, alors quel était le sens de tout ça ? Calvin se tenait sur son porche un soir, 6 mois après le siège, regardant la ville où il était né et où son fils était mort. Les cicatrices sur son épaule le lançaient dans le froid. Son genou palpitait d'une vieille blessure et d'un nouveau trauma. Il avait 43 ans, allant sur 100, portant des fantômes et des regrets, mais il était encore debout, encore en train de se battre, encore refusant de laisser les ténèbres gagner complètement. Et ça, décida-t-il,
devrait suffire. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai